Ce podcast, c'est un lieu où on dépose les choses lourdes pour en faire autre chose. On tente de comprendre le mal sans le justifier, de le regarder en face sans s'y perdre. Salut, moi c'est Donna. Avant de vous parler des autres, il fallait que je vous parle de moi. Mais avant même ça, j'avais envie de dire un mot en cette période particulière. Aujourd'hui, c'est la fête des pères, et je pense à celles et ceux pour qui cette date ne rime pas avec célébration. À celles et ceux qui ont perdu leur père, à celles et ceux qui n'en ont jamais eu, à celles et ceux qui ont dû couper les ponts pour se protéger. Je vous envoie de la tendresse, parce que dans ce podcast, on n'idéalise pas ce qui fait mal, on regarde les choses en face, et on essaye d'en faire quelque chose de vrai, de doux, de fort. Et justement, ici, je ne serai pas seule. Ce podcast n'est pas juste ma voix, c'est un espace à deux. Vous entendrez aussi une autre voix, une autre énergie, celle d'Alenka. Elle se présentera dans les épisodes à venir, et parfois, elle sera seule au micro. Parfois ce sera moi, parfois ce sera nous deux, parce que nos récits se croisent, se complètent, et ne se confondent pas, et parce qu'on a toutes les deux des choses à dire, des histoires à porter, et des silences à briser. Alors maintenant que ça, c'est posé, on peut commencer. Ce que je vais partager aujourd'hui, c'est pas une plainte, ni une thérapie publique. C'est un épilogue qui sert d'ouverture, une façon d'expliquer pourquoi j'ai choisi de faire ce podcast et pourquoi j'y mets autant de moi. Je suis ce qu'on appelle une enfant placée, mais avant ça, j'étais une enfant blessée. Très jeune, j'ai été victime de choses qu'aucun enfant ne devrait vivre. Des abus, des sévices, mais pas de mes parents, par des membres de ma famille qui avaient le contrôle, qui dirigeaient, qui imposaient leurs lois. J'en parlerai plus tard dans un épisode à part sur les violences intergénérationnelles. Parce que tout ça, c'est un système, un engrenage, où tu n'as que deux rôles possibles. Être le bourreau ou être la victime. Moi, j'ai grandi en ayant peur des deux. Peur de rester cet enfant qui subit, mais aussi peur de devenir, un jour, celle qui fait subir. Je ne savais pas où me placer, alors je me suis tue. J'ai appris à me taire très tôt, et j'ai gardé ça pendant des années. J'étais l'enfant calme, celle qu'on ne remarque pas trop, celle qui a toujours l'air de bien aller. Mais à l'intérieur, c'était un ouragan. J'ai été ballottée entre foyer et famille d'accueil, avec cette sensation constante de ne pas avoir ma place, de ne pas exister pour de vrai. J'ai des troubles psy aujourd'hui, je vis avec un trouble bipolaire, mais avant le diagnostic, j'avais déjà la douleur et la confusion. À 14 ans, au moment de mon dernier placement, tout ce que j'avais enfoui est remonté d'un seul coup. Et j'étais pas prête. Je n'avais aucun outil pour faire face, juste de l'intensité, de la rage, de la tristesse et un sentiment de solitude absolue. Je suis aussi atteinte de drépanocytose, une maladie génétique grave. Mon corps, lui aussi, a souffert. J'ai croisé des regards malveillants, du racisme, de l'injustice, des diagnostics bâclés, des silences médicaux. Encore, toujours le silence. Mais malgré tout ça, je suis là. Je suis là et je parle. Petite, je m'exprimais autrement. Je dessinais, je lisais, je chantais et je dansais. C'était mes seules portes de sortie. J'ai jamais réussi à parler de moi, même entourée, parce qu'il n'y avait pas de groupe où je me sentais à ma place, pas de modèle, pas de personne qui portait ma douleur et la transformait sans avoir honte. Alors aujourd'hui, je tente de le devenir. La beauté du mal, c'est ça. C'est comprendre ce qu'on a traversé, créer avec nos fêlures, et rendre visibles des vies qu'on a trop souvent voulu cacher. Tu sais, quand un enfant vit des violences, il y a plusieurs façons pour lui de réagir. Moi, j'ai choisi le silence. Pas consciemment, mais mon corps, mon esprit, ils se sont refermés. C'est ce qu'on appelle du mutisme traumatique. On se coupe du monde, pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce qu'on a trop à dire et personne pour l'entendre. C'est un mécanisme de survie. On devient l'enfant sage, invisible, et souvent les adultes trouvent ça pratique. Mais le corps, lui, n'oublie pas. Il garde tout, et un jour, ça explose. Pour moi, c'était à 14 ans. J'ai tout encaissé, tout accumulé, jusqu'à ne plus pouvoir contenir. Et quand c'est sorti, c'était le chaos. Des émotions ingérables, des colères, des crises, des incompréhensions, de tous les côtés. On disait instable, ingrate, compliquée. Alors qu'en réalité, j'étais juste une ado qui hurlait ce que l'enfant n'a jamais su dire. Et c'est le cas de beaucoup trop d'enfants. En France, selon les derniers chiffres de la Civis, on estime qu'environ 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année. 1 sur 10. Et ça,
C'est sans compter les violences psychologiques, physiques ou institutionnelles. Pourtant, très peu parlent, et encore moins sont crus. Et même ceux qui sont pris en charge, c'est pas la fin du cauchemar. Le placement, le foyer, c'est censé être un refuge. Mais c'est souvent une suite d'absence, pas assez d'éducateurs, de suivi psy, des enfants qui changent de structure comme on change de vêtements. Et toi, t'essayes de créer des racines dans un sol qui bouge tout le temps. Je vais pas mentir, il y a eu du bon parfois. J'ai eu la chance de croiser des éducateurs qui ont vu autre chose en moi que mes blessures. Des gens qui m'ont dit « tu peux être plus que ce qu'on t'a fait », qui m'ont encouragé à dessiner, à lire, à écrire, à chanter, à apprendre, qui m'ont montré que la culture, l'art, la connaissance, c'est pas réservé à une élite, que je pouvais aussi briller. Ça m'a sauvée, pas totalement, mais un peu. Et ce un peu, c'est parfois tout ce qu'on a pour tenir. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'on ne devrait pas avoir à survivre à un système qui est censé nous protéger. Que le trauma ne s'arrête pas quand on est éloigné du danger. Il change juste de forme. Et qu'on parle très peu des conséquences à long terme. De cette sensation d'être un déchet qu'on déplace d'un endroit ou à un autre. D'avoir été abîmé puis mise de côté parce qu'on est trop compliqué à gérer. Et le pire, c'est qu'on se sent coupable de tout. De pas guérir assez vite, de pas être assez fort, alors que la vérité, c'est que le monde autour a failli, pas toi. Pendant longtemps, j'ai vécu avec une colère que je ne comprenais pas totalement. Ce n'était pas une colère explosive ou bruyante, c'est une colère silencieuse et sourde. Elle s'est installée petit à petit, sans même que je m'en rende compte, jusqu'à devenir mon état par défaut. J'étais fermée, méfiante, distante. Pas parce que je détestais les autres, mais parce que je ne savais pas comment me sentir en sécurité avec eux. J'ai grandi en étant placée de manière intermittente, à partir de mes 7 ans. Mon dernier placement, c'était à mes 14 ans, jusqu'à mes 20 ans. Et pendant toutes ces années, je me suis sentie seule, dans ma tête, même quand j'étais entourée. On me collait des étiquettes, on me regardait de loin, on me disait « ça va aller », mais personne ne restait vraiment. J'ai été abandonnée par ma propre famille, puis par le système. J'étais là, mais invisible. Quand t'es enfant, tu crois que les adultes vont te protéger, et quand tu te rends compte que ce sont justement les adultes qui t'abîment, ta famille, les structures d'accueil, même certains pros censés t'aider, tu développes un dégoût profond. Pas juste de ce qu'on t'a fait, mais du monde entier. Tu te dis, si on peut pas faire confiance à ses parents, ni aux gens qui sont censés prendre soin de nous, alors à qui peut-on faire confiance? Ce que j'ai ressenti, c'est pas juste de la tristesse, c'est une perte de repère. Une forme de pessimisme qui s'est installée dans tout mon rapport au monde. J'ai cessé de croire que les choses pouvaient aller mieux. J'ai arrêté de m'attendre à quoi que ce soit de bon. Et ça m'a coupé des autres. Même avec mes potes de lycée, les seuls qui me faisaient du bien, je gardais le silence. Je leur disais pas que j'étais placée, j'avais trop peur qu'ils s'éloignent s'ils savaient. J'ai grandi avec une peur constante du rejet et de l'abandon. J'avais l'impression d'être de trop partout. Alors je me suis construite une carapace. Je repoussais avant d'être repoussée, je rejetais avant d'être rejetée. Et tout ce que je ne pouvais pas dire, je l'intériorisais, jusqu'à me perdre dans mes propres pensées. Même dans cette noirceur, j'ai jamais cessé d'observer, d'analyser, et c'est ce qui m'a gardée vivante, cette espèce de lucidité, d'instinct de survie, et cette envie de comprendre. C'est autour de mon bac que tout a commencé à changer. J'avais choisi l'option art plastique en candidat libre. C'était pas un choix stratégique, c'était vital. J'ai fait un projet autour de la liberté d'expression, la liberté d'aimer, de la liberté de penser, de la liberté de soi en bref. C'était un cri du cœur déguisé en sujet d'examen. Pour ce travail, j'ai raconté l'histoire d'une femme enfermée dans une bulle, une femme qui n'arrivait pas à dire ce qu'elle ressentait, qui avait peur d'exister pleinement, qui rêvait d'être libre, mais ne savait pas comment sortir de son cocon. À la fin de mon oral, les 2 jurés m'ont regardé et m'ont dit « Tu sais que cette femme, c'est toi, hein. Ça s'entend dans chaque mot. » Et j'ai rien su répondre, parce que je m'en étais même pas rendu compte. Mais cette remarque, elle m'a suivie. Elle a semé quelque chose en moi. Et plus le temps passait, plus je réalisais qu'ils avaient raison. Cette femme, c'était moi. C'était moi piégée dans une bulle de souffrance, dans un rôle imposé. Une vie construite sur la peur et le silence, et l'effacement. Et ce jour-là, j'ai commencé à comprendre que je pouvais m'en libérer, que je pouvais me choisir, me reconstruire, être la version de moi que j'avais toujours rêvé d'être,
même si je n'étais pas encore sûre de savoir qui c'était exactement. Ce que je savais, c'est que je voulais être honnête avec moi-même, ne plus faire semblant et surtout ne plus me trahir. J'ai commencé à travailler sur moi, à essayer de m'aimer, à avoir de la valeur en moi. J'ai compris que la seule personne qui allait toujours rester avec moi, c'était moi, et qu'il fallait que je devienne un endroit sûr pour moi-même. C'est là que ma peur des autres a commencé à s'estomper, que mon regard sur le monde s'est ouvert un peu. J'ai pas guéri d'un coup, j'ai pas arrêté d'avoir des pensées sombres, ni d'être traversée par mes troubles psy. C'est pas un conte de fées. Mais c'est là que j'ai commencé à choisir la vie, à tendre vers la résilience, à me dire que peut-être je pouvais construire quelque chose de beau à partir de tout ce mal. Tout ce que je viens de vous raconter, c'est pas toute l'histoire, c'est juste un morceau, un bout de parcours parmi d'autres. J'ai pas tout réglé, et j'ai pas toutes les réponses, mais aujourd'hui j'ai une voix, et j'ai décidé de l'utiliser. Ce podcast, La beauté du mal, c'est pas juste pour raconter, c'est pour comprendre, traverser, transformer. C'est pas un podcast de victime, c'est un espace de vie, de réflexion, et parfois de création, et même de rage, parce qu'il y a de la beauté dans la colère, dans la vérité, même quand elle fait mal. Je parlerai pas que de moi, et je pouvais pas commencer sans poser ça ici, parce que c'est d'ici que tout part, de là où j'ai été abîmée, et de là où j'ai choisi de recommencer. Avant qu'on rentre dans les sujets plus larges, je trouvais important de poser ça, de raconter un bout de mon histoire, parce qu'on peut pas parler de résilience, de souffrance, de reconstruction ou d'art, sans dire d'où l'on parle. Et moi je viens de là. Alors non, j'ai pas tout raconté. En vrai, je pourrais parler pendant des heures, des jours, des années, tellement il m'est arrivé de choses. Mais l'essentiel, c'est ça. C'est que c'est seulement une fois adulte que j'ai pu retrouver ma voix. Et j'ai compris qu'elle valait autant que celle de ceux qui en avaient toujours eu. La beauté du mal, c'est pas un journal intime, c'est pas un endroit pour se plaindre, c'est un espace de parole pour ceux qui n'ont pas été écoutés. Pour ceux qu'on a fait taire, pour ceux qu'on a rendus invisibles. Je veux que ce soit un endroit safe, libre et ouvert, un cocon à nous, où on peut être brut, sensible, cassé, en colère, brillant, où on peut venir raconter, partager, créer. Et si tu t'es déjà senti sans voix, ou trop seul avec tout ce que tu vis, alors cet espace est aussi pour toi. Merci d'avoir écouté, ce n'est que le début. Ici on va parler vrai, on va parler fort, et on va surtout parler ensemble. Parce que tes souffrances ne t'ont pas détruit, elles t'ont transformé, et maintenant c'est à toi de décider quoi en faire. Tu peux en faire quelque chose de beau.